Et après Poutine, et si la Cour pénale internationale lançait des mandats d'arrêt contre ces trois personnes que vous allez voir? Dmitri Medvedev, premièrement, ancien président russe, aujourd'hui très habitué aux déclarations outrancières et tonitruantes vis-à-vis de l'Occident. Vladimir Soloviev, c'est comme vous voulez, l'un des principaux visages de la propagande russe à la télévision et à la radio d'État. Et Margarita Simonian, qui est rédactrice en chef de la chaîne d'État RT, et donc elle aussi propagandiste reconnue. L'idée de lancer des mandats d'arrêt justement contre ces personnes, elle vient de la Fédération internationale des droits de l'homme. L'organisation a très officiellement demandé à la CPI d'émettre des mandats d'arrêt à leur encontre. Ce qu'on leur reproche, c'est la persécution des Ukrainiens à l'aide du discours de haine. Ça, Aline Lebay-Kremer, aujourd'hui, c'est entendable. C'est-à-dire qu'on se dit, en fait, ces personnes participent à la haine des Ukrainiens et donc, quelque part, commettent un crime contre l'humanité. Oui, participe à la propagande criminelle. Et en fait, c'est une image que j'ai déjà reprise sur ce plateau, mais je crois qu'on se rend pas compte d'ici de ce qu'est devenu l'espace informationnel russe. Et en tout cas, moi, ce qu'il m'évoque d'un point de vue historique, c'est ce qu'il se passait sur la radio d'Émile Colline avant et pendant le génocide contre les Tutsis au Rwanda. C'est-à-dire, on a des appels à la haine, des appels génocidaires qui sont à certains endroits extrêmement prégnant de l'espace informationnel russe, qui est complètement délirant de ce point de vue-là, qui appelle à des crimes de haine, qui appelle, on a vu des images en vrac, mais ce personnage retransmis à la télé qui tenait dans sa main le crâne supposé d'un Ukrainien en expliquant d'aller tous les tuer. Enfin, c'est de la propagande génocidaire, c'est de la communauté. Enfin voilà, c'est de l'appel au génocide. Donc il est temps, en effet, que certaines associations s'en occupent. Donc plus il y en aura qui se saisiront de toute façon de cette question-là, parce qu'on ne s'en sortira pas d'un point de vue débat public sans comprendre de quoi est le nom la propagande russe en ce moment et ce que les gens ont en tête. Et on l'a aussi concrètement. Pourquoi c'est criminel et pourquoi il faut agir dessus? Parce que on a le résultat après sur le terrain en Ukraine, et notamment un film assez intéressant qui est sorti, qui s'appelle Intercepted, qui reprend finalement, parce qu'il y a eu des accès aux échanges en fait entre des soldats et leurs familles, leurs compagnes, de ce qui se disent en fait quand les soldats russes sont sur le terrain ukrainien, perpétuent des crimes, déportent des enfants, violent des femmes, torturent des gens dans des chambres de torture, etc. Qu'est-ce qu'ils en disent et qu'est-ce qui se dit entre les Russes là-dessous? C'est terrifiant. Ouais, et tout ça c'est terrifiant. Et c'est à mettre en lien directement avec la responsabilité pénale de ces gens-là. Cette propagande tue. Vincent. Alors, sur l'assise juridique et dans le sillage de ce qu'évoque Aline à l'instant, moi, très spontanément, il se trouve que j'ai couvert le génocide au Rwanda pour l'Express en 94, et je garde un souvenir extrêmement vivace de deux médias, donc la RTLM, Radio-Télévision Libre d'Émile Colline, mentionné à l'instant, et un magazine qui s'appelle Kangura. Oui. Et j'ai dans mes archives l'exemplaire du magazine Kangura qui est intitulé « Les 10 commandements du Hutu », qui est une sorte de bréviaire du génocide, quoi. Voilà. Donc, et pourquoi je dis qu'il y a un précédent juridique intéressant? C'est que plusieurs de ces personnages, 4 en l'occurrence, de mémoire, ont été bel et bien condamnés par le tribunal international pour le Rwanda, qui siégeait à Arusha, en Tanzanie. J'avais assisté ensuite à plusieurs des audiences là-bas, notamment un certain Ferdinand Naïmana, qui était le cofondateur de la RTLM, le directeur de Kangura, Hassan Ghezé, dont j'évoquais les écrits tout à l'heure. Ils ont d'abord été condamnés à la perpétuité, et un troisième qui a laissé moins de traces dans l'histoire. Et ensuite, en appel, leur peine a été réduite, mais réduite 30 pour l'un, 35 ans pour l'autre. Donc ça veut dire qu'on ne part pas de rien. Non. Ça veut dire qu'il y a une jurisprudence internationale qui rend légitime ce type de propos. Justement, regardez ce que dit la fameuse fédération. Elle dit « Chaque jour, les Ukrainiens meurent sous les bombes russes. Des Ukrainiens pacifiques sont détenus et torturés dans l'occupation. Les enfants ukrainiens sont déportés en Russie. » Elle dit aussi « Ces graves violations des droits de l'homme n'auraient pas été possibles sans la campagne de déshumanisation des propagandistes russes qui sont aussi coupables que ceux qui appuient sur la gâchette tuant des civils ukrainiens. » C'est extrêmement fort comme propos, ça. Oui, c'est extrêmement fort. Et Russie Liberté saluait cette décision pour reconnaître, pour juger et condamner tous les propagandistes russes pour leurs crimes. Pourquoi c'est important? Parce que, vous savez, ce type de gens, ils se couvrent parfois
par la norme démocratique. Ils disent que moi, j'ai liberté d'expression. Mais je suis désolée, ce n'est pas liberté d'expression. Il faut partager des choses sur leur place. Et nous espérons que ce liste va augmenter. Parce que, par exemple, par Olga Skabeyeva et son mari, pseudo-journaliste Popov, et on voit que tu as totalement raison, Aline, disent que ce qui est communiqué entre des soldats et leurs familles, c'est des clichés qui ont été prises de télévision russe. Ils répètent, ça existe dans leur cerveau. Et on peut dire, ces gens, c'est chefs d'accusation. Et deuxième chose qui est importante, et pour moi, c'est peut-être aussi qu'ils sont conscients de leurs mensonges. Chacun d'entre eux visiter l'Europe, visiter les États-Unis, vivez là-bas. Ça veut dire que par ses propres yeux, par ses propres expériences, ils ont vu la vérité. Par exemple, Solovyov, c'est une propriétaire d'une grande villa en Italie. Lac Como. Et les autres aussi. Medvedev, il déjeunait avec Obama. Mais c'est pourquoi, sur la ligne, il doit exagérer toujours ses accusations pour ne pas être accusé, pour se montrer comme il est fidèle à ce régime-là. Mais ces gens sont conscients de leurs mensonges. Absolument. Et c'est un droit, c'est très important. Ça veut dire que conscieusement, ils agissent contre l'humanité, contre génocide. Il y a quelque chose de cet ordre. Ce qui est intéressant aussi, Aurélien, c'est que cette fédération, elle a analysé 2000 vidéos. Et sur ces 2000, il y en a quand même 300 dans lesquelles les déclarations correspondent à la définition du discours de haine contre les Ukrainiens. Donc, encore une fois, en effet, il y a cette notion d'appel à la haine, mais en plus à grande échelle, parce que là, on parle de télévision et de radio d'État, donc c'est-à-dire vraiment à très grande échelle. Quand on regarde dès mars 2022, vous aviez, alors c'était avant même la publication d'un texte horrible de Timofey Sergatsev qui appelait clairement à un génocide des Ukrainiens, on avait déjà à la télévision russe des appels, par exemple, qui déshumanisaient totalement les Ukrainiens. Il y avait l'idée aussi que tout Ukrainien qui refuse sa part de russité, d'être un petit russe, selon la formule consacrée, est donc un nazi, et les nazis, il faut les tuer. Donc ce discours-là était présent dès mars 2022. Or, quand on regarde la traditionnelle définition du crime de génocide, celle de Raphaël Lemkin, la première étape, c'est l'intentionnalité. Et l'intentionnalité, ce n'est pas simplement une expression, par exemple, de la part de Vladimir Poutine. Quand vous avez, par exemple, des médias russes qui se faisaient le relais de Medvedev, par exemple, qui était montré à l'écran tout à l'heure, qui dit en juin 2022, qui peut dire qu'il y aura encore un État ukrainien dans les 2 ans. Absolument. Ou quand vous avez, par exemple, Alexandre Doudine. Alexandre Doudine, on a beaucoup exagéré son influence. Non, ce n'est pas le conseiller de l'ombre de Poutine, mais il a pris du galon dans les médias russes depuis le début de l'invasion. Il y a une vidéo très célèbre de lui. Alors, c'est très simple, le programme « Tuer, 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 tuer ». C'est littéralement la même chose que la radio d'Émile Colline. Et quand il crée, et j'en finis là, un terreau favorable, c'est qu'à chaque fois qu'on parle ici des soldats russes capturés en Ukraine ou des soldats allemands, pour faire le parallèle, les premières revendications des massacres, c'est soit on a fait qu'obéir aux ordres, soit on nous a dit que c'était de la vermine humaine. Donc, quand vous créez le terreau, vous créez le préalable. Je voulais juste rappeler quand même, tout ça, ça vient corroborer l'analyse ukrainienne de la situation qui est juste, à mon sens. En fait, on est dans une situation génocidaire. Et ce qu'on a empêché, en réalité, c'est très exactement ce projet-là. Et sur la question de la déshumanisation, la nazification des Ukrainiens, massivement, ça participe à la déshumanisation. Et encore une fois, c'est prouvé dans les audios, en fait, de pourquoi, du comment, la question de l'intentionnalité, évidemment. Vincent. Dans le même registre, sur donc l'animalisation de l'ennemi, je poursuis le parallèle qui peut sembler exotique entre la Russie d'aujourd'hui et le Rwanda d'il y a 30 ans. On a entendu dans la bouche des animateurs incriminés, mais aussi de beaucoup de leurs invités récurrents, des mots tels que rat, vermine, cafard, etc. Oui. Or, je me souviens très bien qu'au Rwanda, il y avait un mot-clé qui était Inyenzi. Inyenzi, en Kinyarwanda, donc la langue pratiquée dans cette partie des Grands Lacs, ça veut dire ou cancrela ou cafard. Donc vous retrouvez même des analogies lexicales qui disent beaucoup de cette entreprise. La rhétorique nazie. Et de rappeler aussi quand même que les Ukrainiens n'ont pas attendu non plus la FIDH pour se pencher aussi. Il y a des énormes dossiers qui se montent dans les instances internationales sur ces personnages-là. On parlait la semaine dernière, en effet, de l'association de Georges Clooney, par exemple, qui avait elle aussi déposé un dossier en disant à la CPI et aux États de manière indépendante, faites quelque chose. Et ces gens, ils se sentent super puissants et impunis. Ils devaient connaître qu'ils vont
comment dire, ils vont poursuivre par la justice internationale jusqu'au moment quand la responsabilité va tomber. C'est la question. Oui, mais la question de l'impunité, de toute façon, c'est majeur. En fait, la Russie, depuis 300 ans, est impunée. Non, mais c'est la question de la justice. Mais pardon, il y a aussi un mandat d'arrêt déjà actuellement contre Vladimir Poutine, par exemple, pour ne citer que lui. Pour l'instant, ça ne fait absolument aucun effet, parce qu'il faut qu'il se déplace sur un territoire compatible. Oui, et même là, il y a une jurisprudence. Il y a eu d'autres États, je pense à l'Afrique du Sud, où quelqu'un qui est sous mandat d'arrêt se déplace, il ne lui arrive rien. Pour le président du Soudan, Omar El-Béchir, par exemple, qui narguait la justice internationale en se rendant en Afrique du Sud. Comme on parle de justice, c'est un terme long, mais ça doit être inévitable. C'est ça le principe. Inévitable, de punition doit être inévitable. C'est un crime, et il doit être puni, n'importe quand. On va également... Oui, allez-y. Non, mais très rapidement, j'imagine toujours ce qu'un dramaturge comme Mikhail Bulgakov pourrait faire de ces séquences de la télévision russe. On a quand même une bande un peu de soudards avinés, une amicale d'impuissants qui se vantent de leur conquête imaginaire. Il y a quelque chose de délirant là-dedans, mais il ne faut pas du tout le tourner en dérision. Absolument. Parce que ça a un effet désinhibiteur absolument ravageur. Et effectivement, par rapport au passé des uns, ils ont beaucoup à se faire pardonner. On évoquait Medvedev et les hamburgers partagés avec Obama. Mais tous ont quelque chose à se faire pardonner. Soloviev, c'est pas seulement sa villa sur le lac de Côme. C'est aussi le fait que son fiston faisait du mannequinat à Londres et que, dans sa jeunesse, c'était un libéral frénétique qui militait publiquement pour l'ouverture vers l'Ouest. Donc voilà, donc ça explique aussi la surenchère. Et ça ajoute sa faute, sa culpabilité, parce que beaucoup de... Moi, à l'époque, j'étais jeune, je l'écoutais parce qu'il était vraiment libéral. Et ce qu'il a fait, c'est aussi tourner la conscience de ce groupe qui les suivit. Vous savez, l'influenceur, il fait toujours attirer l'attention. Et les gens qui ne sont pas vraiment résistants dans ses points de vue, ils le suivent.